le 21 février 1936, paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Mayerling, texte intégral. Beaucoup de films nouveaux depuis 15 jours, mais peu d'un véritable intérêt. Commençons par la plus grosse pièce, Mayerling. Le drame du pavillon de chasse de Mayerling, où l'on trouva un matin de janvier 1889 les cadavres de l'archiduc Rodolphe d'Autriche et de la baronne Vexera, est le type du sujet vidé par les feuilletonistes qui pullulent depuis 40 ans sur cette énigme. Claude Hannay, écrivain honorable, en racontant cette histoire à son tour, ne fit qu'y ajouter une certaine élégance de narration et de langage qui ne peuvent point passer à l'écran dans un film inspiré de son livre. Il faudrait posséder des documents nouveaux et solides sur les ressorts policiers qu'eut peut-être ce mystère macabre. À leur défaut, on verse dans l'ordinaire des scénarios sentimentaux. L'habillage même de l'aventure offre peu d'imprévus. Valse viennoise, réception à la cour, uniforme de hussard et de grenadier. Monsieur Anatole Litvak a traité le spectacle comme une opérette tragique. Les péripéties sont identiques à celles d'un film de Monsieur Maurice Chevalier, mis en scène par Monsieur Lubitsch. Fête au Prater, où le prince rencontre furtivement la petite baronne, gala à l'opéra pour leur permettre de se revoir, de s'identifier. Mais, au lieu du tango final, 2 coups de revolver. On n'a pas oublié, pour corser l'atmosphère, un seul lieu commun dramatique. La scène de la colère avec la lampe brisée en morceaux, la scène de la glace que l'archiduc casse à coups de revolver en y reconnaissant son image, l'orgie, les méchancetés vomies par un homme ivre à la femme qu'il aime, et aussitôt après, l'accès de tendre repentir. On conçoit que dans de pareils cadres, l'étude des cœurs soit fort embryonnaire. Elle est même si peu poussée que le suicide final librement consenti par les amants paraît assez puéril. Par politique, on voulait les séparer. Mais ils avaient 20 moyens de s'en tirer. La fugue, par exemple, avec la renonciation au pouvoir de l'archiduc qui était libéral. Ce dernier trait est historique, mais on en a fait un poncif de plus, celui du prince démocrate, écrasé par sa couronne. On a tenté une explication par le caractère que l'on attribue à cet amour, confinant dans son essence au mysticisme. Puisque la vie doit désunir l'archiduc et la baronne, ils se rejoindront dans la mort. Mais le principal acteur, M. Charles Boyer, fait passablement figure d'intrus dans une aventure de cette sorte. Il serait absurde de vouloir dissimuler que M. Boyer connaît son métier de comédien. Il le connaît même trop bien. Chaque rôle ne devient plus pour lui que l'occasion de placer un certain nombre d'effets. Entre autres, les intonations d'une voix grave et chaude, dont M. Boyer n'ignore point la célébrité. Il prend ses temps comme un baryton illustre. Il faut d'ailleurs avouer que ce sex-appeal vocal a d'irrésistibles attraits sur les spectatrices. Mais si M. Boyer n'avait pas eu dans le larynx un gong aussi riche, il serait sans doute un acteur plus sensible et plus compréhensif. Le plus grave inconvénient de ce cabotinage de beau garçon, c'est qu'il s'accommode assez mal dans Mayerling de la distinction et de la réserve qui devraient être inhérentes à ce rôle princier. Mademoiselle Darrieux, sa partenaire, est beaucoup mieux à sa place, et ce film n'est pas absolument inutile puisqu'il permet à cette comédienne de connaître un succès mérité. Fine et élégante, elle est un rayon de poésie dans l'épaisseur de ce mélodrame. Elle sait se servir avec une ravissante discrétion de sa vraie jeunesse, de ses grands yeux dans un visage délicatement modelé. Monsieur Litvak est un habile routier de la mise en scène, parfaitement dépourvu de personnalité, mais sachant prendre les plans les plus somptueux d'une salle de bal. Ce cosmopolite sait assez bien imiter les méthodes du faste anglais. Pour les décors, les costumes, le film aurait pu être tourné à Londres.
Ce qui veut dire que la matière en est cossue, sans faute voyante de goût, sans rien non plus qui laisse deviner un souci de raffinement. Le générique annonce musique de M. Arthur Honegger. C'est beaucoup dire. La partition de Meyerling est très importante, remarquablement enregistrée d'ailleurs, jouée par un orchestre nombreux et bien entraîné, mais elle comporte des airs viennois et tziganes, le lac des cygnes de Tchaïkovski, l'invitation à la valse de Weber. Ces musiques aisées et brillantes font paraître bien neutres, bien compactes, les quelques raccords et trémolos auxquels se borne exactement le rôle de M. Honegger. Mais si c'est lui qui a désigné les morceaux classiques, on le félicite pour son choix. Meyerling, 1936, un film d'Anatole Litvak tiré d'un roman de Claude Anet, La fin d'une idylle, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Suzy Prime, Gabriel Dorzia, Charles Boyer, Jean de Bucourt, André Dubosc, René Bergeron-Emos, et puis quelques acteurs en devenir, tels que Jean-Louis Barrault et Gilbert Gilles qui interprètent des étudiants, Jean Davy, le comte Hoyos, ou encore Junie Astor, une demi-mondaine. Donc l'intrigue, tout le monde la connaît. Il s'agit des amours contrariés de l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, donc ça c'est Charles Boyer, avec la délicieuse Marie Wetzera, Daniel Darieux, amour contrarié, et notamment par les intrigues de la comtesse Lariche, interprétée par une Suzy Prime particulièrement inquiétante, machiavélique et perverse. Ce film connaîtra un très grand succès. Il faut dire que c'est un drame sentimental particulièrement réussi. Nous avons de grandes scènes qui se prêtent donc au grand spectacle cinématographique. Nous avons des scènes qui se passent à l'opéra, nous avons des balles, enfin il y a des costumes, il y a des uniformes, enfin tout ce qu'il faut pour faire vraiment un beau film d'époque et donc encore une fois sentimental, puisqu'il y a également des scènes plus intimes où les acteurs vont donc nouer cette intrigue dramatique et où ils expriment des sentiments qui ne manqueront pas de toucher le spectateur. Alors il faut préciser que à l'époque, Charles Boyer est déjà une très grande vedette, comme on dit. Il a alterné les séjours à Hollywood et puis donc à Paris, où il alterne le théâtre, les grands films à succès. Donc c'est vraiment une personnalité très importante. Et il faut lui reconnaître cette clairvoyance et puis ce bon goût. Il va imposer Daniel Darieux en réalité comme partenaire. Il veut une jeune femme donc particulièrement expressive et puis qui est tout à fait dans le ton du rôle. Et il faut dire qu'il ne se trompe pas, hein, Daniel Darieux qui a 19 ans à l'époque est absolument délicieuse et bon, c'est une très grande réussite et c'est un très bon choix. Et d'ailleurs, Daniel Darieux est ébloui par Charles Boyer, hein, c'est un très grand professionnel, il est très gentil avec elle, il ne l'écrase pas, il ne vole pas les scènes, enfin c'est une relation donc professionnelle, une expérience très réussie et vraiment Charles Boyer est un gentleman. Et à partir de ce moment, Daniel Darieux va changer de catégorie. Jusque-là, Daniel Darieux, elle était cantonnée, si l'on peut dire, à des rôles de comédie. Hein. C'était une jeune première de comédie. On se souvient tous de tous ces films avec Albert Préjean, qui sont fort réussis par ailleurs, mais qui sont des petites comédies. Là, vraiment, avec Meyerling, elle change encore une fois de catégorie. Elle devient une grande star de cinéma. Hein. Franchement, là, pour elle, c'est un tournant. Et elle va mettre à profit donc cette renommée considérable pour désormais être plus exigeante dans le choix des films qu'elle accepte de tourner.